amis téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes sur ce plateau ce soir, comme d'habitude, pour notre émission Planète Afrique, au compte de Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Comme vous le savez, l'actualité africaine et même mondiale, et en particulier ivoirienne, tourne autour du procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Les développements de ces dernières heures, pour ne pas dire de ces derniers jours, se situent au coup de théâtre auquel nous avons assisté le mardi, quand il a été annoncé l'acquittement des deux prisonniers les plus célèbres de notre époque. Et on pense, beaucoup d'ailleurs ont estimé que, comme l'audience, en même temps que les militants du FPI, les sympathisants, les Ivoiriens, la population africaine, tous ces gens-là ont été un peu pris de court parce que tout se tournait autour d'une liberté provisoire et le pays qui allait l'accueillir, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés dans cette salle de la cour de la CPI. Et le rendez-vous avait été pris pour le mardi. Et ce mardi-là, le juge, pour ne pas dire le président du tribunal de la cour, a annoncé son acquittement pur et simple. Et depuis lors, ils ont demandé aussi à l'accusation, au procureur, Mme Fatou Bensouda, ils lui ont dit qu'elle pouvait faire appel de la décision. Et c'est ce qui a été suivi. Et le premier appel a été rejeté, le deuxième a été rejeté. Et après, ils sont rentrés dans une autre phase où Mme Fatou Bensouda a exigé que les choses se passent autrement. Nous le disons parce que, compte tenu du fait qu'il a été acquitté, le président Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé ont tous les deux été acquittés, parce que pendant 7 ans, Mme Fatou Bensouda n'a pas pu réunir des preuves assez suffisantes pour l'inculper, pour inculper les deux détenus. Et donc, la Cour, par le biais du président, a demandé, a annoncé leur acquittement, et puis qu'il fallait qu'on procède à qu'on les relâche purement et simplement. Et les Ivoiriens étaient contents, tout le monde était content, parce que jusque-là, nous savons que le président Laurent Gbagbo joue la pièce maîtresse dans le processus de réconciliation de la Côte d'Ivoire. On voit comment la Côte d'Ivoire est tailladée, lacérée, le tissu social décousu, l'harmonie entre les peuples n'existe plus, toutes les petites plaisanteries auxquelles la population ivoirienne s'adonnait pour meubler leur temps libre, ou bien les jours de fête, ou alors quand ils se retrouvent, quand ce peuple se retrouve à des cérémonies tristes ou bien heureuses, utilise toutes ces plaisanteries-là pour détendre un peu l'atmosphère, mais aujourd'hui, tout le monde est susceptible, tout le monde est suspicieux, tout le monde ne veut vraiment pas commencer ou alors, disons, commencer une guerre ou bien à, comment je peux dire ça, à mettre le feu. Parce que toutes ces plaisanteries-là sont devenues maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire, des affaires d'État. C'est-à-dire que ce ne sont plus de petites plaisanteries. Les gens sont maintenant très susceptibles et tout ce qu'on dit entre nous et entre les peuples, c'est devenu, il faut faire attention, c'est devenu des cas vraiment très, très, très particuliers et très dangereux. Et les militants du FPI qui ont attendu, les sympathisants en même temps que les militants, et même les organes dirigeants du FPI qui ont entendu et qui continuent d'attendre
toujours la libération totale, pure et simple du président Laurent Gbagbo, ont accueilli cette nouvelle-là avec beaucoup de joie. Et quand je dis, si on dit qu'il y a eu des débordements, c'est pas qu'il y a eu des exactions sur la population, mais les gens se sont vraiment amusés. Quand des gens ont commencé à danser depuis 19 h jusqu'à 4 h du matin, vous comprenez combien de fois ce peuple ivoirien, tous ces gens-là étaient en joie dès qu'ils ont appris la nouvelle. Mais aujourd'hui, ils sont restés sur leur soif parce qu'ils ont été pris de court. On demande à ce que le président Laurent Gbagbo et son ministre restent en prison jusqu'au mois de février. Je crois, je ne me rappelle pas bien la date, mais ça doit être autour de, disons, la première quinzaine du mois de février. Et là, aujourd'hui, tout le monde a commencé à s'inquiéter. Parce qu'en fait, le procès même n'était pas un procès de droit commun ou un procès judiciaire, c'était plutôt un procès politique. Nous avons tous les éléments, puisque la procédure même en tant que telle, depuis le début, n'a pas été faite ou bien n'a pas été entamée dans les normes requises. Il a d'abord été arrêté avant même qu'on ait émis le mandat d'arrêt. Il a été transféré à la haie avant que tous les autres documents soient prêts. Ce qui veut dire qu'il a été purement et simplement pris en otage, comme tout le monde a l'habitude de dire. Et avec ça, les témoins qui devaient l'accuser n'ont pas pu, ont été plutôt des témoins à décharge. Et on a même demandé à Mme Fatou Bensouda, le procureur, de repartir, aller chercher beaucoup plus de preuves. Ce qui n'a jamais été observé, sinon constaté dans des débats ou bien dans des procès normaux. Les éléments à conviction ou alors les preuves sont réunies et le procès est ouvert parce que tout le monde est prêt et on commence le procès. Mais dans le cas du président, puisqu'on lui reproche des choses et beaucoup parmi ses supporters comme les Ivoiriens même et puis la population africaine et même d'autres pays non africains ont reconnu que c'était plutôt un procès politique. Donc un procès politique va avoir des évolutions ou alors des aléas politiques qui vont toujours être injectés dans le processus. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au bout de 7 ans où il a été démontré par l'équipe, disons le conseil des accusés, les conseils plutôt des accusés, puisqu'il y avait 2 conseils, le conseil de monsieur le ministre Charles Bleu Goudé et le conseil du président Laurent Gbagbo. Donc ces 2 conseils ont démontré, avec des arguments à l'appui, qu'il ne fallait pas que leurs clients restent incarcérés à partir du moment où il n'y a pas de preuves retenues contre eux. Et donc les Ivoiriens ont accueilli cette nouvelle d'acquittement comme une preuve de justice, c'est-à-dire que la CPI, pour une fois, a pris la bonne décision. Mais l'évolution, pour ne pas dire les modifications qui vont s'injecter dans le procès, au point où on les retient aujourd'hui jusqu'au mois de février, des 2 premières quinzaines de février, font qu'aujourd'hui les Ivoiriens même ne croient plus en cette affaire. Mais d'après ce que nous avons lu dans la presse, les consultations des journalistes de droit ont eu à avancer sur, par exemple, les chaînes que les Ivoiriens aujourd'hui déplorent, c'est-à-dire France 24 et Africa 24, ont eu à avancer que dans le processus, il y a eu des manquements. Mais ce que les Ivoiriens refusent, dans la grande majorité, quand nous les appelons, quand nous leur posons la question, ce qu'ils refusent dans la totalité, c'est que on cherche plutôt à retenir les 2 prisonniers encore en détention. Parce qu'ils estiment que s'il n'y a pas eu
de preuves contre eux, si on ne peut pas démontrer leur culpabilité sur les faits qui leur sont reprochés, il est inutile de les maintenir en prison. Mais ce que d'autres personnes aussi ont avancé, c'est que dans cette affaire, les Ivoiriens que nous sommes, la population africaine doit savoir jouer balle à terre et puis garder la tête haute avec tous les espoirs permis. Pourquoi les gens demandent de jouer balle à terre? Depuis, il a été portrait, il a été diffusé dans les médias que le président Laurent Gbagbo était un homme violent, que son mouvement politique, c'est-à-dire son parti politique, était un parti terroriste. Mais avec l'évolution de la situation, à partir du moment où le président Laurent Gbagbo était en prison et qu'on continue d'observer des exactions, c'est-à-dire de découvrir des gens tailladés, tués, poignardés, des gens même qui disparaissent, des enfants en bas âge, des bébés qui sont pris, qui sont kidnappés, à qui on vide le sang. À partir du moment où le président Laurent Gbagbo est en lieu sûr, quand nous disons en lieu sûr, tous les jours, il répond à l'appel. Parce que dans les prisons, c'est ce qui se passe. Il ne nous a jamais été rapporté un jour qu'ils sont partis dans la cellule du président Laurent Gbagbo ou bien de son ministre Charles Blé Goudé et que les deux n'étaient pas là. Le seul moment où ils pourraient s'absenter, ce serait au moment où ils vont à la cour, où ils doivent être jugés, ou alors peut-être s'ils ont des problèmes de santé et qu'ils doivent quitter leur cellule pour se rendre au dispensaire ou bien à l'hôpital de la prison de La Haye. Et donc, à partir du moment où il nous a jamais été dit, il nous a jamais été rapporté que ces deux-là ne sont pas dans leur chambre et qu'on n'arrive pas à les localiser, on ne comprend pas pourquoi les gens pourraient se prêter à ce genre d'accusation ou bien ce genre de manigance. Et donc, les émotions sont fortes, les émotions sont grandes, mais il faut jouer la carte de la prudence, la carte du calme, la carte il faut jouer balle à terre. Balle à terre en ce sens qu'il ne faudrait pas que ce qu'on leur a plaqué depuis longtemps et que la population ivoirienne, les populations africaines et le monde entier a remarqué et le monde entier a observé que tout ce qu'on leur a jeté sur eux est aujourd'hui considéré comme des manigances, comme des histoires montées de toutes pièces. Et donc si les supporters, c'est-à-dire les militants du FPI et les sympathisants du FPI, ainsi que la population ivoirienne, ne jouent pas balle à terre, il va sans dire qu'ils seront obligés d'utiliser ces situations-là comme des prétextes pour le maintenir, alors que ça fait quand même 7 ans qu'il est là-bas. Et si on a parlé de son acquittement, c'est parce qu'on sait qu'on lui reproche des faits pour rien. C'est-à-dire on lui colle des crimes qu'il n'a pas commis, ainsi que son ministre aussi, à la personne de M. Charles Blé Goudé. Et si nous avons parcouru beaucoup de journaux et on a eu à consulter certains partisans du président comme d'autres militants, mais pas forcément du FPI, il est ressorti que chacun de nous, chaque Ivoirien veut la paix à ce jour. Et donc, le maintenir en prison va compromettre les chances de réconciliation de la population. Et donc, pour ce fait, les Ivoiriens ont préféré et ils ont dit qu'il faudrait que toute la population, ceux qu'on a pu interroger en France ou en Europe de façon générale, et un peu partout, même au pays, ont déclaré plutôt
qu'ils étaient fatigués de la guerre et qu'il fallait qu'on aille à la réconciliation parce que le pays est en train de prendre du retard par rapport au processus de mondialisation, par rapport au processus même de développement normal dans la vie des nations. Là où beaucoup ont insisté, le point qui est revenu plus souvent, c'est que les gens avancent que le parti au pouvoir, avec ses microbes, avec ses loupards, avec ses dozos, avec ses mercenaires, est en train de jouer la carte de la provocation. Donc à partir de ce moment-là, si les Ivoiriens savent qu'il y a la carte de la provocation que le pouvoir en place en Côte d'Ivoire est en train de jouer, c'est avec prudence que les Ivoiriens doivent embrasser, sinon regarder ou alors réagir vis-à-vis de ce que le pouvoir ou alors de ce que va ressortir comme manquement ou bien agissement. C'est pour dire qu'il va y avoir encore des abus, des intimidations. Mais compte tenu du fait que les Ivoiriens même sont convaincus que c'est de la provocation, c'est la carte de l'intimidation, de la provocation, de façon à enflammer le pays et jeter le discrédit sur les militants, c'est-à-dire les Gor, Gbagbo ou rien, et puis sur le reste de la population qui, quand même aujourd'hui, quand bien même ne soit pas des militants du FPI, estiment que on a quand même assez souffert de cette crise, on a quand même assez souffert de l'après-crise, qui est encore une autre crise, et qu'il est temps, grand temps, que les Ivoiriens arrêtent les hostilités. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la provocation, par exemple, c'est à tous les niveaux, non seulement au niveau du pouvoir d'Abidjan, mais au niveau de ceux qui les supportent, et en plus de ça, au niveau de ceux qui entrent sur la page, pour ne pas dire sur les pages des activistes, parce que moi-même qui vous parle, j'ai été victime, il y a des gens qui rentrent sur les réseaux sociaux, qui vous demandent une amitié. Ils créent un groupe d'amis que vous consultez et puis vous vous rendez compte que vous avez quand même des similarités, c'est-à-dire vous avez des amis communs. Et vous estimez que, comme je connais le profil de telle ou telle personne et qu'il est ami à un tel qui me demande amitié, ok, je vais accepter. Et dès que vous commencez à critiquer un fait, dès que vous commencez à mettre au grand jour des manquements de la part du pouvoir, ce sont des gens qui arrivent, quand bien même qu'il y a des preuves, et tout le monde en parle, c'est des gens qui arrivent sur votre page, ils ne vont pas vous dire que non, ce que vous dites là, moi, voilà mon point de vue. Pourquoi on discute? Parce qu'un débat politique, c'est ça. Chacun envoie ses arguments et il faudrait arriver à convaincre votre interlocuteur. Mais ce n'est pas le cas. Ils arrivent justement sur votre page et ils vous lancent des grossièretés, ils commencent à insulter vos parents et tout ça. Bon, les gens sont bloqués, quelquefois les gens ne sont pas bloqués, ou bien on ne sait pas comment ça se passe, les gens s'énervent, et même si la grande majorité des Ivoiriens qui veulent la paix jouent bas la terre. Mais pourquoi le pouvoir même qui estime que ce n'est pas lui qui est le violent dans cette affaire, que ce n'est pas lui qui est le terroriste dans cette affaire, pourquoi le pouvoir ne s'arrange pas pour parler à sa population, à ceux qui sont derrière eux, à ceux qui le supportent, le pouvoir d'Abidjan, pour eux aussi jouer bas la terre, pour qu'on puisse, en tant que frères et sœurs, on puisse trouver un consensus, on puisse trouver un terrain de discussion pour qu'on arrive à sur un terrain d'entente et entamer le processus de la réconciliation. Et l'autre point qui est vraiment de taille, c'est que depuis qu'ils ont dit que le président Laurent Gbagbo devrait rester à La Haye jusqu'au mois de février, on assiste à des provocations, des intimidations et puis même des vidéos qui manquent d'humanité. Quand quelqu'un avance sur les réseaux sociaux que on vous a tué, on va vous tuer encore. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, si la CPI a des oreilles pour entendre, la CPI devait quand même prendre des dispositions. Et je pense que ce sont des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ces juges
et ses greffiers et ses avocats, quand ils rentrent chez eux à la maison, de temps en temps, je suis sûre et certaine, je suis convaincue que par moment, ils vont sur les réseaux sociaux pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quelle est l'atmosphère de la Côte d'Ivoire par rapport à une décision de justice ou bien par rapport au report du procès ou bien par rapport au rejet d'une, je sais pas moi, d'une intervention ou bien d'un manquement ou bien de quoi que ce soit. Ils prennent le temps quand même de temps en temps de consulter ou bien de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et s'ils le font, tout cet ensemble d'hommes de droit, s'ils le font, ils devaient quand même se rendre compte de ces violences de langage, de ces intimidations et puis même de ces menaces de mort. Parce que quand ils disent qu'ils vont les tuer, ils vont tuer les Gors et cette fois-ci, ils vont effacer tous les Gors, je voudrais attirer l'attention de la Cour, de la CPI, sur ces genres de manquements, sur ces genres de cas de langage, pour dire qu'ils doivent ramener ou bien rappeler M. Alassane Dramane Ouattara et tout son groupe à l'ordre. Parce que menacer des gens de mort, dans les pays civilisés, dans les pays développés, quand vous menacez quelqu'un de mort, automatiquement, vous passez dans les mailles de la police et vous êtes conduit devant un tribunal. Parce que ce n'est pas normal que vous passez là et vous cherchez à intimider des gens ou bien vous menacez de mort, on va vous tuer encore. Quand vous dites à quelqu'un, je vais te tuer, mais la personne doit prendre les dispositions pour qu'elle ne soit pas tuée. La personne doit prendre les dispositions pour se protéger. Et donc, tous ces manquements qui sont en train de se faire sur les réseaux sociaux, qui sont en train de se faire, ou bien ces déclarations qui arrivent dans le visage politique de la Côte d'Ivoire, la CPI devait prendre quand même ses responsabilités. Et puis, la CPI devait interpeller la France de façon à ce que la France intervienne auprès du pouvoir d'Abidjan, qu'elle a toujours supporté d'ailleurs, et que la France intervienne auprès de ce pouvoir-là pour essayer de remettre ou bien ramener tout le monde à l'ordre, pour essayer de ramener le pays sur les rails. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que vous provoquez ou bien vous lancez des insanités ou bien vous menacez de mort quelqu'un qui ne réagit pas que vous pensez que vous avez la possibilité de tuer cette personne et qu'elle ne va pas réagir. Parce que là où les choses sont en train de... La façon dont les choses sont en train d'évoluer, si la France ne prend pas ses dispositions dès maintenant pour interpeller le pouvoir d'Abidjan, il va sans dire qu'on est en train d'aller précipitamment vers le chaos. Et nous ne voulons pas ça. La Côte d'Ivoire a assez souffert de cette crise depuis 1999, depuis le coup d'État jusqu'à ce jour. On a eu encore trop de plaies béantes pour qu'on cherche encore à en ouvrir ou alors à pousser des gens qui sont déjà affaiblis sur tous les plans, la santé, le bien-être, l'émotion, la psychologie, le social, tout, ils sont affectés sur tous les plans pour encore chercher à les jeter dans le feu de la haine, de la division et du meurtre. Et à cause de tout cela, par rapport au silence de la CPI, je dirais, effectivement, c'est le silence de la CPI parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce sont des juges qui ont eux aussi des ordinateurs, ils peuvent rentrer sur la page ivoirienne ou bien ils peuvent même consulter le langage ou bien le contenu des émissions, pour ne pas dire des directs, des cyberactivistes, des militants du FPI, des sympathisants et des Africains de façon générale pour comprendre de quel côté se situe la violence, pour comprendre qui a fait quoi. Parce que quand quelqu'un dit on va vous tuer encore, ça veut dire qu'on vous a déjà tué une fois. Donc je ne vois vraiment pas. Nous ne savons pas pourquoi la CPI continue de chercher là où elle ne peut pas trouver les coupables. Pourquoi la CPI continue d'acculer ceux qui n'ont rien à voir avec ces exactions. Parce que le président Laurent Gbagbo est en rien sûr. Il est à la CPI. Comme je l'ai dit au début, il n'a pas encore subi de... C'est-à-dire, il ne nous a pas encore été rapporté
qu'on ne le trouve pas dans sa chambre, on ne sait pas où il est. Donc c'est pour dire qu'il est disponible à tout moment et il est là et il répond toujours à l'appel. C'est pour ça que je dis qu'il est en lieu sûr, où il ne peut pas s'échapper, on peut le joindre à tout moment. Donc s'il y a des exactions qui continuent au pays, la CPI doit avoir quand même l'amabilité, sinon l'humilité, ou alors l'honnêteté de chercher à savoir ou bien de situer les responsabilités. Parce que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous regardons la CPI comme une cour corrompue, comme une cour achetée, comme une cour qui ne dit pas le droit, comme une cour qui est en train de distraire l'opinion publique, qui est en train de distraire les Africains. Nous allons prendre un petit temps pour des pages publicitaires et nous reviendrons dans quelques instants pour entamer la seconde partie de notre émission qui consiste à l'impact des derniers développements autour du cas de la procédure du président Laurent Gbagbo et de son premier ministre. On va voir les développements pour ne pas dire qu'est-ce qui l'impact de cette situation sur la population africaine de façon générale. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour et comme je l'avais annoncé avant la plage publicitaire, qu'on allait voir l'impact ou alors comment les Africains, à part les Ivoiriens, ont réagi. Nous allons encore tirer notre chapeau au peuple camerounais qui a toujours supporté le président Laurent Gbagbo et tous les Ivoiriens, tous les militants de l'opposition, de la diaspora, comme ceux qui sont au pays, nous leur disons merci. La libération du président Laurent Gbagbo est aussi la libération de l'Afrique. Parce que quand on regarde tous ceux qui sont aujourd'hui candidats aux élections en Afrique, ce sont en même temps, si on peut les appeler ainsi, ce sont des Laurent Gbagbo en quelque sorte. Beaucoup parmi eux se reconnaissent, ou alors nous reconnaissons en eux cette carrure du président Laurent Gbagbo. Parce que quand vous écoutez leur programme de développement, quand vous écoutez ce qu'ils entendent faire une fois à la tête du gouvernement, ce sont des choses
ou alors ce sont des actes qui vont effectivement avec le plan de travail, qui vont avec les idées que le président Laurent Gbagbo est en train de développer, ou alors les idées qu'il a développées pour lesquelles on le combat aujourd'hui. Parce que ce que nous avons dit la dernière fois, ils ont voulu tuer l'esprit Laurent Gbagbo, mais ça n'a pas marché et ils ont plutôt contribué à la naissance de plusieurs Laurent Gbagbo, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout ailleurs, en Afrique et à travers le monde. Parce que quand vous prenez, par exemple, les jeunes candidats aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, avec M. Ousmane Sonko, que ce soit au Bénin, avec M. Ajavon, que ce soit au Togo, avec les Tikpi, Achadan et puis tous les autres, beaucoup qui sont regroupés au niveau de la C14. Et quand vous voyez les opposants, même en Afrique du Nord, même dans les monarchies, les graissements de dents qui sont en train de se faire, les gens sont en train de réclamer beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de souveraineté de leur pays et beaucoup plus de liberté dans la prise de décision qui incarne, ou alors dans la prise de décision qui incarne par exemple la population, les jeunes. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas cette affaire de France-Afrique parce qu'ils estiment que ce sont des choses qui contribuent au retard, à l'appauvrissement et puis à la confusion même sur le continent. Parce que toutes ces organisations régionales, sous-régionales et régionales, et puis par exemple l'Union africaine, quand vous regardez tout ça, ce sont des organisations qui agissent. On ne sait vraiment pas si ces organisations-là agissent dans l'intérêt du continent, dans l'intérêt des peuples africains. Ils ont manqué, par exemple, ce que nous reprochons aujourd'hui à l'Union africaine, c'est le fait d'avoir manqué sa sortie de la CPI. Parce qu'en son temps, tous les Africains, disons la grande majorité, a décidé de se retirer. Ces pays africains ont décidé de se retirer de la CPI à cause du fait que cette CPI, cette Cour pénale internationale, ne juge que tout ce que les pays occidentaux n'arrivent pas à maîtriser, n'arrivent pas à dominer et n'arrivent pas à entraîner avec eux, ou alors n'arrivent pas à ramener sur leurs genoux pour qu'ils se plient à leurs exigences. Que ce soit le cas de Mme Gbagbo, que ce soit le cas, voici des gens qui ont été députés, qui ont été à l'école même française, que ce soit le cas de Thomas Sankara. Voici des gens qui sont venus au pouvoir pour se pencher sur le bien-être de la population, des gens qui les ont élus. Mais on n'a pas vu ça comme une chose assez bien. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut une Afrique forte, une Afrique indépendante pour que ses fils arrivent à vivre en paix, arrivent à vivre de façon souveraine et pouvoir promouvoir le continent et tout ce que le continent comporte comme matière première, comme richesse. Mais les gens ont trouvé que, c'est-à-dire les impérialistes et les colonisateurs, ont trouvé que ce sont des gens qui sont récalcitrants, ce sont des gens qui ne veulent pas obéir, alors que ce sont des gens en qui la population même qui les a élus, elle les a élus parce qu'elle a trouvé en eux des qualités qui pouvaient les aider à améliorer leurs conditions de vie. Et donc, l'Occident n'accepte pas que les leaders africains soient plutôt, ou alors travaillent plutôt dans l'intérêt des populations qui les ont élus. Et ce sont des choses que tous les Africains doivent regarder, doivent prendre en considération et doivent observer de façon à ce que les choses arrivent à changer, de façon à ce que dans la pratique même de ce que ces leaders-là
une fois arrivés au pouvoir, dans la pratique même de leur programme de gouvernement, il faudrait qu'ils s'investissent dans ce qui sera beaucoup plus profitable à la population que d'être des valets, comme certains disent, des moutons ou bien des valets de chambre pour l'Occident. Et ce qui a encore à souligner, c'est que la libération du président Laurent Gbagbo, c'est aussi la libération de l'Afrique. Parce que dans tous ces discours, même des discours qu'il a eu à faire, des textes qu'il a eu à écrire, des conférences de presse qu'il a eu à faire dans les années 90, aujourd'hui, quand vous écoutez, quand vous passez en revue ces textes ou bien ces conférences de presse ou ces discours, on a comme l'impression que c'est aujourd'hui que ça s'est passé. C'est aujourd'hui que ces textes-là ont eu lieu, ou alors c'est aujourd'hui que ces conférences-là ont été prononcées. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans que ces conférences-là ont été prononcées. C'est pour dire que ce sont des réalités auxquelles il a voulu s'adonner. C'est des choses qu'il a voulu éradiquer. Ce sont des choses qu'il a voulu faire, qu'il a voulu corriger dans la vie des Ivoiriens et de façon générale dans la vie des peuples africains, mais avec le combat, avec l'adversité de la part de la France-Afrique, de la part de ce système colonial, ce sont des choses qui sont restées telles jusqu'à ce jour. On nous a demandé, on nous a apporté, on nous a enseigné, on nous a même conseillé le multipartisme. Mais dans le fond, on avait ce qu'on appelait la démocratie dans nos sociétés traditionnelles. Parce que même le roi était choisi dans la famille royale. Mais le roi, le monsieur même, c'est-à-dire l'individu qui était choisi comme étant celui qui va devenir le roi, il faut quand même qu'on étudie, il fallait quand même qu'on s'assure de certaines qualités de l'être avant de le porter au trône. Pour dire que, effectivement, il fallait que les gens reconnaissent. C'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans les démocraties modernes. Les gens viennent battre campagne, mais on regarde la vie de la personne, comment il se comporte. Il y a des candidats, par exemple, aux États-Unis ici, qui ont été obligés de renoncer à leur candidature à cause de certains manquements vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leurs enfants, ou bien vis-à-vis des employés, ou alors de leurs collaborateurs. Donc ils étaient obligés de renoncer à des postes politiques, quand bien même qu'ils soient bien partis. Et donc, aujourd'hui, la libération de l'Afrique, c'est ce qui doit nous intéresser. La libération de l'Afrique, que la France le veuille ou pas, que les pays le veuillent ou pas, comme il y a certains parmi nous qui en parlent et avancent, par exemple, des raisons religieuses, qui disent que dans le Coran, je n'ai pas parcouru toute la Bible, je n'ai jamais lu le Coran, et j'ai même demandé une copie du Coran en français à un ami. Mais voici des gens qui nous disent, par exemple, que dans tous ces livres, c'est écrit quelque part que les continents vont se succéder en puissance. Et que maintenant, c'est l'œuvre de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique, c'est l'ère de l'Afrique et c'est le tour de l'Afrique. Mais si on se base, ou alors si on se fie à ces dires et on veut se laisser emporter parce que les religieux, c'est-à-dire les croyants, sont en train d'avancer, je dirais par exemple que c'est peine perdue pour la France de lutter contre ça, parce que si c'est vrai ce que les livres sont en train de dire, ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les manigances, les empêchements, les intimidations, l'œuvre de Dieu va s'accomplir. Et à partir de ce moment-là, je reviens maintenant sur le cas du FPI. Depuis la Côte d'Ivoire, je reviens maintenant sur le cas du FPI pour dire aux militants du FPI qu'il faudrait qu'ils sachent, par exemple, négocier cette bataille-là. Quand je dis négocier, je ne leur demande pas, nous ne leur demandons pas, nous ne leur conseillons pas
d'aller faire la courbette à M. Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement, ou la France, ou l'Union européenne, mais de chercher eux-mêmes, en tant que militants du parti FPI, et en tant que militants qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation où leur leader est incarcéré injustement, injustement parce qu'on n'a pas pu prouver les charges qui sont retenues contre lui, à ce moment-là, ils doivent changer leur façon de mener la lutte. Parce que quand vous avez engagé, par exemple, une certaine façon de lutter et que ça n'a pas porté, il faut à mi-chemin vous arrêter pour réfléchir et pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Par exemple, voici un fait qui existe au niveau du FPI depuis bien avant que le FPI ne vienne au pouvoir, pendant que le FPI était au pouvoir et aujourd'hui le FPI n'est pas au pouvoir. Le problème de la communication, c'est un problème clé, c'est un problème très important, c'est un problème primordial dans la vie d'un parti politique. Et la façon dont les choses se passent en Afrique, les partis politiques, et c'est valable pour tous les autres partis politiques africains, les partis politiques africains doivent se doter d'organes de communication très responsables, d'organes de communication fiables, mais surtout très efficaces et très spontanés. Par exemple, quand le parti au pouvoir ou bien les presses étrangères commencent à avancer des contre-vérités, il faudrait que ces partis-là montent au créneau et des gens qui sont prêts à monter au créneau de façon spontanée pour rectifier le tir. Et c'est ce qui fait le problème aujourd'hui du FPI. Dieu merci, un parti comme le PDCI a trouvé la formule très vite et elle, pour ne pas dire cette organisation politique, l'a mise en application très vite. Aujourd'hui, le PDCI a sa chaîne de télévision. Et dès que quelque chose ne va pas, ou bien quand il y a une confusion, ou bien quand ils ont pris des mesures, le secrétaire exécutif, en la personne du président, du professeur Maurice Kakou Djikawe, monte au pouvoir avec une conférence de presse, il arrive à rectifier ou bien à éclairer tous les militants du FPI, PDCI, tous les militants de base, et puis la presse ivoirienne, la population ivoirienne et en même temps la population africaine. Parce que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont intéressés par la politique ivoirienne. Parce que, compte tenu de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA, tout ce qui tourne autour de la Côte d'Ivoire, que ce soit bon ou mauvais, intéresse tous les pays de la CEDEAO, tous les pays de l'UEMOA, tous les pays de la SADC, c'est-à-dire l'UEMOA version Afrique de l'Est ou Afrique centrale. Et donc, M. Kakou Djikawe, tout ce qu'il dit, et avec des preuves, avec les explications, ils arrivent à contredire ou à rectifier et à porter à la connaissance des militants et tous les sympathisants et la population ivoirienne d'abord. D'ailleurs, pourquoi ils ont pris telle ou telle décision, à expliquer les faits, les causes et les conséquences des actes qu'ils posent. Et je dis encore, j'en appelle au bureau du FPI, j'en appelle aux organes dirigeants et j'en appelle aussi à la cellule de communication qu'elles doivent, toutes ces organisations-là doivent s'atteler à rectifier ce fait-là. Parce que c'est ce qui a été le gros problème du président Laurent Gbagbo avec les élections. Quand on a envoyé, quand on est venu prendre M. Youssouf Bakayoko comme un colis et le déposer au golf, le QG de M. Alassane Dramane Ouattara, vous êtes censé comprendre et vous êtes d'accord avec moi que M. Youssouf Bakayoko ne va pas rendre des décisions qui vont à l'encontre ou alors qui vont fâcher ceux-mêmes ceux qui l'ont amené au golf. Et puis il est dans les locaux, par exemple, de ce parti-là,
entouré de ceux de la diplomatie étrangère qui cautionnent, qui supportent et qui ont financé plus ou moins la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que M. Issou Bakayoko tranche en faveur du RDR et de M. Alassane Draman Ouattara et des souhaits, pour ne pas dire de ce que M. Nicolas Sarkozy, président à l'époque de la France, de leurs souhaits, de ce qu'eux voulaient qu'il soit diffusé. Et donc, le FPI et le président Laurent Gbagbo sont restés dans cette logique, pour ne pas dire dans cette carence au niveau de la communication jusqu'à ce jour. Nous avons été obligés, nous-mêmes qui ne sommes pas des militants FPI, nous avons été obligés de batailler, d'expliquer à des gens aux États-Unis ici, pourquoi ce qui se passe à la CPI, notre leader est là-bas, l'ancien président de mon pays est là-bas. Voilà ce qui se passe. Nous sommes sous occupation française, nous sommes sous domination ceci, nous sommes sous domination cela, parce qu'on n'a pas trouvé sur place des organes, par exemple, qui allaient faire la promotion sur le plan de la communication pour expliquer, sinon pour infirmer les décisions que M. Youssouf Bakayoko, président de la CE, a rendues. Et donc tout ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des choses qui demeurent. Il faudra que le FPI s'arrange d'ici la dernière, disons hier, j'ai fait un direct où j'ai demandé à ce qu'il se fasse main et pieds pour rectifier cette carence-là, pour essayer de corriger cette carence-là de façon à ce qu'il se dote de circuits de télévision où ils pourront monter au créneau de façon spontanée et à chaque fois qu'il y aura des manquements ou des contre-vérités pour rectifier et dire la vérité aux Ivoiriens, au peuple africain et à tout le monde entier. Parce que dès qu'ils font quelque chose, nous tous là, nous nous branchons, nous regardons et on commence à partager. Et avec les réseaux sociaux, les choses vont très vite et ça va faire tâche d'huile. Regardez un peu pour le printemps arabe. Ces pays-là, que ce soit la Tunisie ou bien l'Égypte, ont voulu couper l'Internet. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont voulu suspendre des réunions, des rallyes, mais tous ces jeunes arabes, avec leur téléphone, avec les réseaux sociaux, se sont donné des comptes et ils se sont retrouvés. Ils se sont rassemblés quelque part et leurs voix ont été entendues et nous savons tous ce qui a suivi après ça. Et donc, j'en appelle aux autorités, pour ne pas dire aux organes ou aux personnalités ou aux dirigeants du FPI, pour qu'ils arrivent à corriger ça de façon très rapide. Il faudrait qu'ils se dotent d'un organe de télévision, d'ailleurs, parce que la radio, d'accord, mais c'est encore mieux quand on voit la personne qui parle. Et ça a beaucoup plus d'effet. Quand c'est quelqu'un qui est devant vous, qui est sur un écran, qui parle, on lui pose des questions, et puis ça comporte beaucoup plus de vie et d'énergie, et par conséquent, ça va avoir l'effet escompté. Si aujourd'hui, on n'a pas pu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu régler ce problème au niveau de la communication, quand bien même que, d'après ce que je sais, j'ai eu à consulter des gens et ils m'ont dit qu'il y a un organe, disons une structure de communication. Mais comme je l'ai dit hier, je relance le même appel à Mme Odette Soye. Il paraît que c'est elle qui est chargée de la communication au niveau du FPI. Je n'ai pas, comme je l'ai dit hier, je n'ai pas fait d'études audiovisuelles. Mais je pourrais lui dire quand même, en passant, que si elle a une cellule de communication, qu'elle reconnaisse que la cellule ne fonctionne pas comme elle se devait. La cellule ne fonctionne pas correctement. Parce qu'il y a des gens qui sont montés au créneau. La dernière fois, après le mardi, après l'acquittement, il y a même des gens même du FPI qui sont montés, qui ont raconté des choses. Et on a attendu le micro. France 24 a attendu le micro
à des gens qui sont allés raconter un peu leur vie sans même convaincre, mais l'écho qui a accompagné leurs propos, c'est ça qui est encore dans la tête des gens. Et qu'est-ce que le FPI fait? Toute la semaine, ça fait déjà, toute la semaine s'est écoulée. On va commencer encore une autre semaine. Qu'est-ce que le FPI fait? Parce que on dit toujours qui ne dit rien consent. Mais si les gens viennent sur les réseaux sociaux, ou alors si les gens viennent sur des chaînes comme France 24, Africa 24, RFI et autres, pour dire des contre-vérités à l'endroit du FPI, de ses membres, de ses dirigeants et de son président, et que vous ne dites rien, vous prêtez le lit à ce que ces contre-vérités-là se transforment en vérité, ces contre-vérités-là soient acceptées par la population comme des choses justes. Il faudrait que vous arriviez à rectifier cela. Il faudrait que dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une pétition, et puis même vous pouvez trouver des juristes. S'il n'y a pas de juriste en votre sein, vous pouvez prendre la peine de payer, par exemple, des horaires à des juristes, ne serait-ce que pour 30 minutes ou bien pour 1 heure de temps, sur votre chaîne, expliquer des faits avec des articles à l'appui, avec des articles de la loi qui gravitent autour de ce passage ou de ce contexte, de façon à situer les Ivoiriens, pour qu'eux aussi, ils se confortent ou bien qu'ils se rassurent dans ce qui est en train de se passer. Mais quand les gens viennent, racontent des contre-vérités ou bien disent des choses en leur faveur et que vous ne dites rien, ça ne fait que vous plonger au fond du puits, ça ne fait que vous enfoncer encore plus loin, plus bas au fond de la mer. Parce que si vous ne cherchez pas à rectifier, ça veut dire que vous n'avez pas d'argument. Ça veut dire que c'est vrai ce que les gens ont dit et vous ne savez pas comment dire le contraire puisque c'est vrai. Et donc j'en appelle à tous les militants FPI, je leur demande de mettre pression surtout sur les organes dirigeants du FPI, des bureaux annexes et puis des sous-comités de façon à ce que ça soit réglé de façon très rapide et efficace. Parce que, comme je l'ai dit, je reviens dessus, je ne suis pas communiste, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDCI, encore moins RDR, mais allez exploiter un peu les nouvelles russes. Le président Poutine a dit l'année dernière, il avait déjà dit même en 2016 ou 2015, je ne me rappelle pas, mais il a encore répété ça l'année dernière pour dire que la troisième guerre mondiale sera remportée par celui qui maîtrise la communication, celui qui maîtrise l'information, celui qui maîtrise les médias. Et il travaille dans ce sens-là. De grâce, que les gens du FPI se réveillent. Que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, se réveillent. On peut se donner la main, on peut se donner les coups pour les aider à créer cette organisation télévisuelle de façon à les aider à rendre leur combat beaucoup plus efficace. Les moyens peuvent vous manquer, mais avec les télévisions en ligne, si vous avez un ordinateur, vous avez 2 écrans, comme on dit les écrans plasma, vous pouvez déjà commencer une station de télévision. À partir du moment où le pouvoir est en train de vous traquer sur le territoire ivoirien, vous pouvez le faire à l'étranger. Il y a beaucoup de chaînes qui se développent dans les pays étrangers. Vous regardez quel pays vous est propice et puis vous vous installez là-bas. Et puis, d'ailleurs même là-bas, c'est encore plus intéressant, surtout dans les pays développés parce que il n'y a pas de coupure d'électricité. Et parce que si, d'aventure, et si vous devez vous installer en Afrique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il va falloir que vous ayez un groupe électrogène. Parce que vous connaissez les mesures d'intimidation. En pleine émission, ou alors les gens peuvent vous couper le courant pendant des jours. Et vous ne pourrez rien faire. Ou alors, vous m'excusez, vous n'aurez pas la possibilité de faire tourner votre groupe électrogène correctement parce que les microbes, les dozos, les mercenaires du pouvoir peuvent venir attaquer votre station.
Et si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez le faire dans les pays étrangers. Vous regardez autour de vous le pays qui est le plus propice, qui est le plus favorable à votre projet, et c'est ce que vous faites. Vous devez avoir une cellule de communication très forte. Vous devez avoir une chaîne des organisations, des services de communication très efficaces, très forts, de façon à relayer vos informations, de façon à rediffuser, à diffuser, rediffuser, jusqu'à ce que ça fasse tache d'huile au niveau du monde entier. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont aller sur votre station pour écouter une conférence de presse, nous écoutons les conférences de presse du PDCI à travers les tests, les actes du professeur Kakou Chikawi, que nous partageons. Moi-même, je partage quelquefois ces conférences de presse dans le monde entier, c'est-à-dire les Haïtiens qui sont ici, qui parlent correctement le français, qui comprennent très bien le français. Je mets ça et c'est des gens qui écoutent, qui regardent. Ça fait la promotion aussi du pays. Ça veut dire que ces politiciens-là, ce n'est pas tous les politiciens qui sont achetés. Et il y en a parmi eux qui quand même font leur preuve. Ce matin, il y a un gars quand même, un des membres influents du FPI qui me disait que, ah, mais voilà, on ne sait pas, mais ces derniers temps-là, vraiment, M. Kakou est en train de faire du bon travail. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué ou bien qu'est-ce qui lui est arrivé, mais vraiment maintenant, on ne le... C'est-à-dire, c'est une autre personne. Et moi-même, j'ai lancé comme ça dans la foule pour dire que, disons, pendant la conversation, je lui ai dit ça comme ça, que, ben, tu sais, voilà, je pense qu'on l'a mis là où on devait le mettre. Et c'est ce qui est le problème des partis politiques en Afrique. Il faudrait quand même regarder, même dans la nouvelle génération, il y a des gens qui sont très efficaces, qui vont même se battre, qui vont rendre les choses très, 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 très positives au sein de vos partis. Regardez, cherchez ces talents-là et confiez-les les tâches par rapport à ce pourquoi ils travaillent correctement ou ils sont bons de façon à les rendre plus efficaces dans la vie de votre parti. Et je pense que celui qui a conseillé au président de donner le secrétariat exécutif à M. Kakou Chikawi a sauvé non seulement le président Pétier, mais aussi le PDCI. Il est en train de faire un très bon travail et je voudrais inviter les gens du FPI, les dirigeants du FPI, les sympathisants, les militants, vous qui payez vos cartes, qui financez, qui contribuez, c'est le temps de faire valoir ou bien de vous exprimer, de faire valoir vos droits en tant que militant actif au sein de la famille FPI pour pouvoir rendre votre combat plus efficace et pour que vos voix soient entendues et pour que les gens sachent la vérité dans cette affaire du FPI, dans le processus d'incarcération du président Laurent Gbagbo. Je vais finir par cette note-là et en appelant à tous les Ivoiriens qu'ils gardent le calme, surtout pour ce qui se passe à la CPI. Il ne faudrait pas que les gens nous trouvent des boucs émissaires. Le président est devenu un os dans leur gauche et cet os-là va rester dans leur gauche. Et beaucoup ne pourront pas se débarrasser de cet os-là. Ayons une pensée pour ceux qui ont perdu leur vie depuis 1997, la date du coup d'État jusqu'à ce jour. Ayons une pensée pour ceux qui souffrent dans leur chair, pour leurs parents disparus. Ayons une pensée aussi pour ceux à qui on fait du tort, à qui on a fait du tort, qu'on fait du tort et même qu'on continue de faire du tort, qu'on jette en prison, parce que c'est des gens, quand même, qui ont constitué des dossiers pour se présenter à des élections. Ce n'est pas après les élections, ce n'est pas après leur victoire qu'on va leur reprocher qu'ils ont fait telle ou telle chose. S'ils n'ont pas pu faire d'enquête de moralité, et je doute même qu'ils soient capables de faire des enquêtes de moralité, parce que la moralité même du côté du pouvoir, c'est zéro. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée et passez une très bonne semaine.
Je vous remercie. Que Dieu nous garde et bénisse la Côte d'Ivoire ainsi que l'Afrique.